Je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue à ce séminaire Rose Roth sur le Sud-Caucase. Le fait que tant de parlementaires se soient enregistrés à ce webinaire réaffirme l'importance que nous accordons à cette région, à son développement pacifique. La discussion d'aujourd'hui est une opportunité sans précédent de passer en revue les développements significatifs que la région du Sud-Caucase a vécu ces dernières années. Notre alliance atlantique s'adapte à de nouveaux environnements de sécurité, alors que, comme l'a dit le sommet de l'OTAN il y a 2 semaines ici à Bruxelles. La clé de cette adaptation est la réaffirmation des valeurs qui nous rassemblent. Deuxièmement, baser notre défense sur des capacités de pointe, relever les défis de la Chine et de la Russie et renforcer nos partenariats qui sont l'une des grandes forces de l'Alliance. Les pays qui veulent se joindre à nous, rejoindre notre cause. Je suis heureux que le sommet de l'OTAN ait réaffirmé l'importance de travailler avec les partenaires qui partagent notre opinion sur toute une série de dossiers, notamment l'attitude déstabilisante et agressive de la Russie, l'assertivité croissante de la Chine, la cyberdéfense, la désinformation qui mine les processus démocratiques, l'ordre fondé sur les règles, le changement climatique. Certains de ces changements exigent de nous que nous réaffirmions que la porte de l'OTAN reste ouverte à la Géorgie, à l'Ukraine et à d'autres pays candidats. Tout cela sont autant de priorités que notre Assemblée a mises en lumière dans ses recommandations au sommet. Et plus important, nous avons recommandé que l'OTAN se reconsacre à nouveau au partage des valeurs démocratiques. Ces valeurs démocratiques qui distinguent l'OTAN de toute autre alliance militaire. Et, oserais-je dire, qui sont une raison pour lesquelles des pays comme la Géorgie ou l'Ukraine veulent rejoindre notre alliance. Ces valeurs doivent être une force motrice clé de nos partenariats également. Un agenda que notre Assemblée parlementaire doit soutenir. Le programme Rose Roth, programme phare de l'Assemblée, lancé en 91 par Charlie Rose, membre du Congrès, et Bill Roth, sénateur, sont l'incarnation de cela. Depuis 3 décennies, ce programme est une plateforme unique qui rassemble les décideurs politiques de l'OTAN, des pays partenaires, des experts, des officiels du gouvernement, des représentants de la société civile pour promouvoir le dialogue, soutenir le développement de la surveillance parlementaire et le partage d'expériences et expertises différentes. Et je suis certain qu'aujourd'hui, à nouveau, nos débats vont pouvoir promouvoir ces objectifs essentiels. Nous entendrons d'abord M. l'ambassadeur Philippe Brandt, chef de la mission helvétique à l'OTAN. Nous saluons le soutien de la Suisse pour le programme Rose Roth et nous accordons une énorme valeur à la coopération avec le gouvernement helvétique et le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité. Ensuite, notre amie Rosaria Pugliese, chef du bureau de liaison pour le Sud-Caucase, assurera la présidence de cette réunion. Elle a accepté cette tâche car malheureusement, je vais devoir quitter cette réunion pour aller à une réunion au Fonds Marshall allemand. Rosario présentera les 4 membres du panel, mais je voudrais remercier M. Thomas de Waal, Tengdis Padaladze, Mme Taline Papazagnan et M. Kavus Abouchov d'avoir pris un peu de temps pour être parmi nous aujourd'hui et pour partager les défis auxquels le Sud-Caucase est confronté et ce que les pays de l'OTAN peuvent faire pour soutenir une paix et une stabilité durable dans la région. Nous nous réjouissons tout particulièrement d'entendre leur sagesse s'agissant des efforts de la Géorgie à consolider sa démocratie, à se défendre contre les agressions russes et à matérialiser ses aspirations euro-atlantiques. Je suis également coprésident du caucus pour la Géorgie et j'essaye de rassembler un soutien plus soutenu au cheminement de la Géorgie vers l'OTAN et la zone euro-atlantique. Et pour progresser sur cette voie, bien sûr, la Géorgie doit continuer à consolider sa démocratie, son état de droit et à réduire la polarisation politique. J'espère que les membres du panel nous aideront à mieux comprendre les conséquences de la guerre meurtrière qu'ont
que se sont livrés l'Arménie et l'Azerbaïdjan à l'automne 2020. Je crois qu'il est important de trouver des moyens de résoudre les différends entre ces deux pays. Et le moment est venu de se tourner vers l'avenir et de voir comment soutenir, maintenir une paix durable et avoir une résolution plus pérenne de ce conflit. Donc, chers collègues, nous avons beaucoup à notre ordre du jour et donc je m'arrête ici en invitant l'ambassadeur Brandt à prendre la parole. Excellence, je vous donne la parole. Good afternoon. I think micro... Bonjour, je crois que mon microphone est maintenant branché. Monsieur le Président, chers membres des parlements, chers participants, mesdames et messieurs, chers collègues, c'est comme toujours un réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue au nom du gouvernement helvétique à ce webinaire Rose-Roth. Hélas, la pandémie nous accompagne toujours et nous devons une fois de plus nous réunir en virtuel. Comme nombre d'entre vous le savent déjà, il y a une tradition qui est que la Suisse soutient les échanges entre parlementaires dans le cadre de ces séminaires Rose-Roth, mais aussi au-delà. La Confédération helvétique est un partenaire pour nombre de parlements. Tous nos projets ont pour but de renforcer la capacité qu'ont les parlementaires à développer des opinions indépendantes, à enrichir et soutenir les démocraties de leur pays. Ce séminaire spécifique est d'autant plus important qu'il va permettre un dialogue non seulement au sein du Sud-Caucase, mais aussi appeler à s'exprimer des experts et parlementaires de toute une série de pays partenaires et alliés. Depuis 1990 déjà, les séminaires Rose-Roth ont été des réunions fructueuses pour l'échange de toute une série de réflexions et opinions, comme je l'ai dit. Et au-delà des seuls sujets débattus, nous pensons que ce type de rencontre est une pierre angulaire importante pour le développement de la sécurité coopérative. Par sa participation au partenariat pour la paix et à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, la Suisse confirme qu'elle partage totalement les valeurs sur lesquelles sont fondées ces deux institutions. Nous sommes fermement convaincus que la stabilité et la sécurité de la zone euro-atlantique ne peut être réalisée que par le truchement de la coopération. La participation de la Suisse dans le Sud-Caucase a pour but de répondre aux besoins et aux priorités de ces trois États partenaires dans la région. Son travail se concentre sur le développement économique, un développement économique qui soit inclusif et pérenne, sur l'amélioration de l'efficacité des institutions démocratiques et sur la sécurité humaine. Par ailleurs, le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de sécurité, le DECAF, ainsi d'ailleurs que son centre frère, le GCSP, le Centre de Genève pour les politiques de sécurité, ont également maintenu depuis longtemps des engagements dans la région. Ces dernières années, le DECAF a mis en œuvre des activités en Arménie, en Azerbaïdjan et en Géorgie, a également préparé des produits de connaissances et études analytiques dont nombre ont été traduites dans les langues nationales, notamment en azerbaïdjani et en géorgien. Depuis près de 2 ans maintenant, et en dépit de la pandémie, le DECAF a été en mesure de poursuivre sa production de contenu, soit par le biais d'événements virtuels, soit par la mise à disposition d'études ou manuels de référence visant à promouvoir les normes et bonnes pratiques s'agissant de la gouvernance du secteur de sécurité. Permettez-moi d'illustrer l'engagement du DECAF avec le soutien du gouvernement helvétique par plusieurs exemples spécifiques. En 2020, le DECAF a commencé un programme de coopération pluriannuel avec le ministère de la Défense de la République de Géorgie afin de développer et de mettre en œuvre un cadre éthique pour le personnel du ministère de la Défense. Dans le cadre de cette initiative, le DECAF et le ministère de la Défense de la République de Géorgie ont organisé plusieurs tables rondes se concentrant sur les principes d'intégrité, de professionnalisme et d'excellence dans l'ensemble des structures du ministère de la Défense par le développement d'un code d'éthique et par l'établissement d'un conseil d'éthique.
Le DECAF a également collaboré avec l'équipe BI OTAN ainsi que le bureau de liaison en Géorgie dans cette entreprise. Afin de soutenir cette initiative, le DECAF a également mis à jour et traduit le site web Renforcer l'intégrité en langue géorgienne et prépare un cours de formation à distance sur l'éthique militaire. En 2021, le projet a changé de point focal pour se concentrer sur le renforcement capacitaire des membres du Conseil d'éthique pour superviser la mise en œuvre de ce code d'éthique, dans le cadre d'ailleurs de formations en présence prévues à l'automne. Le DECAF développe également des activités pour protéger les droits des conscrits militaires, un domaine qui est souvent ignoré dans les réflexions et dans la pratique. Fin 2020, le DECAF a développé le premier manuel juridique sur les droits des conscrits qui souligne l'applicabilité des droits humains internationaux aux conscrits militaires en se concentrant entre autres sur le Sud-Caucase. Outre ces engagements, le DECAF continue à travailler avec les organisations de la société civile sur l'ensemble du Sud-Caucase afin d'y renforcer les capacités pour superviser le secteur de la défense et de la sécurité, notamment en apportant aide et assistance à une évaluation des politiques sociales au ministère de la Défense de la Géorgie. Le DECAF préside également le groupe de travail sur la réforme du secteur de la sécurité du consortium du partenariat pour la paix. Dans le cadre de cette plateforme, le DECAF convoque chaque année des forats pour la société civile et les parlementaires afin de débattre de questions pertinentes pour la gouvernance du secteur de la sécurité en se concentrant sur le Sud-Caucase. Et la dernière conférence en date a examiné les droits des conscrits en cas d'urgence nationale, la supervision sur le secteur du renseignement et le rôle de la société civile pour contribuer à la surveillance du secteur de sécurité par la société civile et les parlementaires. L'engagement de la Suisse est un engagement qui s'inscrit dans la durée et notre soutien au partenariat pour la paix et au séminaire Roseworth est une modeste mais claire confirmation de cet engagement. Et je conclurai en exprimant et en formulant le vœu sincère que les exposés que vous allez entendre ainsi que les débats vous donneront de nouvelles idées, de nouvelles options, de nouvelles vues de l'intérieur et vous aideront à surmonter les défis persistants de la région. Il s'agit là de quelque chose d'extrêmement important pour les habitants de la région et pour chacun d'entre nous. Et c'est en ce sens que je vous souhaite des débats intéressants, vivants et bénéfiques pour tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence. Merci pour le soutien que vous nous apportez et que le gouvernement helvétique apporte à ce programme Roseworth. Et maintenant, Rosario Pulisti, si je n'estropie pas trop votre nom, chère Rosaria, vous avez la parole. Merci, merci. Timing parfait. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous, c'est un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. J'aime beaucoup les séminaires Roseworth et j'en suis une fervente supporter depuis de nombreuses années. Je suis donc ravie d'être parmi vous. Mon rôle d'aujourd'hui sera de discuter de la participation de l'Alliance dans la région du Sud-Caucase. À mes yeux, l'engagement de l'OTAN dans le Sud-Caucase est un témoignage vif de notre politique de partenariat, une politique menée par la demande et taillée sur mesure en fonction du niveau d'ambition de chaque pays. Rosaria, désolée de vous interrompre, mais la qualité du son est relativement pauvre. Pourrais-je vous demander de parler peut-être un petit peu plus fort ? Je vais réessayer. Est-ce que c'est mieux ou c'est un peu mieux? Je vous proposerai de ralentir peut-être un petit peu le débit vu que le son est un peu moins bon de votre côté. L'engagement de l'OTAN dans le Sud-Caucase est un vivant exemple du fait que nos politiques de partenariat sont menées par la demande et taillées sur mesure en fonction du niveau d'ambition de chacun des pays. La Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont différentes priorités, des perspectives différentes aussi dans les interactions qu'ils mènent avec l'Alliance. Des aspirations d'adhésion de la Géorgie
à une participation soutenue de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie au partenariat pour la paix. Comme le rappelle le communiqué du sommet de l'OTAN, l'OTAN reconnaît que le conflit et les instabilités insidieuses dans son voisinage ont un impact direct sur la sécurité des alliés. L'Alliance est par conséquent déterminée à renforcer son aptitude à mettre à disposition des partenaires, des formations et du renforcement capacitaire, avec 16 missions en cours. Et tous les alliés, plus leurs partenaires, la Finlande et la Suède impliqués, le paquet substantiel de mesures OTAN-Géorgie est l'un des paquets de mesures phares du soutien au renforcement capacitaire des partenaires par l'OTAN. C'est un programme unique dont nous sommes très fiers. Par ce truchement, l'OTAN et la Géorgie travaillent côte à côte, au quotidien, afin de renforcer les capacités de la Géorgie et de préparer cette Géorgie à son objectif de devenir membre de l'Alliance. Le paquet substantiel de mesures pour la Géorgie est l'un des instruments auxquels nous faisons référence lorsque nous rappelons à nos amis géorgiens qu'ils ont tous les outils en main pour se préparer à l'adhésion. En Arménie et en Azerbaïdjan, notre engagement se poursuit principalement par le PARP, le processus de planification et d'examen, et par le soutien d'unités sélectionnées des forces armées de ces deux pays qui travaillent aux côtés de l'OTAN et qui participent aux opérations et missions de l'OTAN. Nos trois partenaires du Sud-Caucase ont contribué de diverses manières aux missions de l'OTAN. Et nous les remercions tous des sacrifices et des coûts qu'ils ont dû porter en conséquence. La Géorgie a tout particulièrement travaillé aux côtés de l'Alliance en Afghanistan depuis le premier jour et a d'ailleurs offert à l'Alliance l'une des plus grandes contributions par habitant en termes d'effectifs. Nous verrons dans le cadre de ce séminaire, de ce webinaire Rose-Roth, dans quelle mesure le scénario de sécurité régionale a changé après la guerre au Haut-Karabakh de l'automne dernier. L'OTAN reste toutefois engagée aux côtés des partenaires du Sud-Caucase tant que ces partenaires souhaitent être engagés à nos côtés. Alors qu'avec la Géorgie, nous sommes sur un cheminement solide qui devrait déboucher sur une adhésion, comme cela a été mentionné à chaque sommet de l'OTAN depuis le sommet de Bucarest en 2008, nous avons également reçu des indices disant que l'Arménie et l'Azerbaïdjan restent intéressés par le fait de travailler avec l'OTAN. Notre approche reste motivée par la demande et taillée sur mesure en fonction des demandeurs. L'Alliance a dit clairement que les partenariats sont et continueront d'être essentiels à la manière dont l'Alliance fonctionne. Les partenariats sont essentiels pour faire progresser l'agenda de sécurité coopérative de l'OTAN. Il doit façonner notre environnement sécuritaire et contribuer à la stabilité de la zone euro-atlantique. L'Alliance souhaite étendre le dialogue politique et la coopération pratique avec tout pays qui partagent les valeurs de l'Alliance et les intérêts de l'Alliance en matière de paix et de sécurité internationale. Et ce principe s'applique bien sûr aussi au Sud-Caucase. Voilà, sur ces quelques mots d'introduction, je vais enlever ma casquette de responsable du bureau de liaison pour le Sud-Caucase de l'OTAN et mettre la casquette d'animatrice de ce webinaire en vous rappelant combien je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Monsieur le Président Connolly. Oui, Rosaria, merci. Merci beaucoup pour ces remarques liminaires. Comme je vous l'ai dit, je vais devoir vous quitter parce que j'organise un programme OTAN avec le Bundestag dans le cadre du Fonds Marshall allemand. Je vais donc devoir vous quitter pour vaquer à cette autre occupation, mais j'insiste sur ce dernier point. Notre porte à l'OTAN reste ouverte et nous saluons de nouvelles participations, de nouveaux partenariats, mais nous partageons des valeurs démocratiques communes. Pour nous, c'est la pierre angulaire qui doit être respectée par
tous les pays candidats à l'adhésion et qui doit être respecté au sein de l'Alliance également. Nous allons créer au sein de l'OTAN un centre pour la résilience démocratique dans le cadre du nouveau concept stratégique qui est en rédaction pour le moment, dont les travaux vont commencer au mois de septembre. Donc merci pour votre leadership. Merci à Rosaria d'avoir accepté de présider ce webinaire et je vous souhaite à tous une excellente réunion. Merci. Merci, Monsieur le Président Connelly, et une excellente journée à vous également. With the participants in this panel. Donc, nous allons maintenant lancer la discussion avec les membres du panel. Nous nous intéressons à l'ensemble de la région, mais bien sûr, nous ne pouvons pas ignorer ce qui s'est passé l'année dernière et qui a en grande partie changé la donne avec la guerre au Karabakh de l'automne dernier, qui a été une grande tragédie d'un point de vue humanitaire et qui a changé la donne sur le plan politique et géopolitique. Une conclusion particulière qui est ressortie, si l'on regarde tout ce qui a été écrit concernant ce conflit au Karabakh, c'est le fait que il y a en fait 3 conflits en un. C'est un conflit ethnique au Karabakh, ensuite un conflit interétatique entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et puis il y a une lutte géostratégique plus large entre puissances régionales et au-delà. Nous allons maintenant, avec les différents participants du panel, regarder comment ces 3 couches s'entremêlent et l'impact des changements que nous avons vus depuis l'automne dernier sur la région dans son ensemble. Et quel meilleur orateur pour lancer les discussions que Thomas de Waal, qui est Senior Fellow à Carnegie Europe. Il travaille depuis des années sur le Caucase. Son ouvrage consacré à la région et le livre de référence sur ce conflit du Haut-Karabakh et notamment sur ses premières étapes. Il a aussi beaucoup écrit sur le Caucase de façon plus large, avec The Caucasus an Introduction, livre qui a été republié récemment par les presses universitaires d'Oxford. Thomas, je vais vous donner la parole pour pouvoir présenter, lancer cette discussion. Merci beaucoup, Rosaria. Bonjour à tous de Londres. J'espère que vous me voyez et que vous m'entendez. Je suis tout à fait ravie d'avoir été invitée à prendre la parole aujourd'hui. Je sais que nous avons très peu de temps, donc si je dépasse mon temps de parole de 15 minutes, n'hésitez pas à m'interrompre. Merci en tout cas pour cette invitation de prendre la parole au séminaire Rose Ross. Ce n'est pas la première fois que j'ai la possibilité de prendre la parole dans un séminaire Rose Ross, ce qui montre que je ne suis pas tout jeune, puisque la dernière fois c'était en septembre 2002 à Tbilissi. Et le texte est toujours disponible si il vous intéresse. Et d'ailleurs, j'en ai profité pour me repencher sur ce que j'avais écrit à l'époque pour comparer la situation en 2002 et maintenant en 2021. Le thème que j'avais abordé à l'époque était intitulé « L'insécurité dans les Caucases » et malheureusement, c'est un thème qui reste d'actualité aujourd'hui. Donc je dois dire que c'était utile, même si c'était un petit peu déprimant, de relire cette intervention datant de 2002 où j'avais fait ressortir 3
sources clés d'insécurité. Tout d'abord, l'héritage des conflits des années 90, le fait qu'il n'a toujours pas été réglé, et puis un manque de créativité pour ce qui était de trouver des solutions pacifiques à ces conflits. La deuxième source d'insécurité, c'était le fait que le monopole de la violence dans la région avait été externalisé à des groupes armés informels. J'avais souligné particulièrement l'effet déstabilisant du Nord-Caucase et de Tchétchénie. Et puis, le troisième thème que j'avais souligné concernant la sécurité dans le Caucase, c'était une politique qui manquait de cohérence de la part des grandes puissances extérieures, le fait qu'il n'y avait pas d'approche régionale, c'est-à-dire que le Sud-Caucase existe sur la carte, mais sur le plan notamment de la coopération économique, on ne voit pas de véritable région qui existe à part entière. Alors aujourd'hui, en 2021, quand on regarde ces différents facteurs, l'héritage de la période soviétique n'a certainement pas disparu. En 2002, j'avais comparé la situation sécuritaire dans le Caucase à une maison après un tremblement de terre modéré qui reste habitable mais précaire. Néanmoins, pour tout observateur, il était clair que la maison était endommagée et dangereuse et qu'un nouveau tremblement de terre pouvait tout faire s'écrouler. Et malheureusement, il y a eu effectivement d'autres conflits qui ont suivi. En 2008, notamment la guerre brève en août 2008 entre la Russie et la Géorgie, en Ossétie du Sud, et puis il y a eu en 2020 la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour le Haut-Karabakh, ce qui veut dire que c'était bien un nouveau séisme qui est intervenu et des milliers de vies ont été perdus. Je reviendrai là-dessus, mais pour regarder maintenant le deuxième aspect, qui était le fait d'externaliser la violence à ces groupes armés informels. C'est là qu'on peut avoir la vision la plus positive, qu'il y a eu des progrès par rapport à cette époque. On peut dire que les forces armées des trois pays du Sud-Caucase manquaient de professionnalisme, de structure, mais là nous avons vu des progrès, une consolidation en Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie, des forces armées et des services sécuritaires qui sont maintenant beaucoup plus professionnalisés. Et là, je crois que l'OTAN y a grandement contribué en apportant une aide par différents programmes d'entraînement. La Géorgie, notamment, est passée du statut de bénéficiaire de sécurité à fournisseur de sécurité en Afghanistan. Et là, nous devons rendre hommage à la contribution qui a été apportée par ce petit pays pendant si longtemps à la présence de l'OTAN en Afghanistan. Ce qui veut dire que la menace qui était posée par ces milices informelles et ces forces paramilitaires a reculé, même s'il faut encore des réformes. Nous voyons que cette violence politique spontanée qui existait dans les années 90 ne représente plus le même problème aujourd'hui. Donc ça, certainement, c'est quelque chose de positif. Il faut aussi regarder le Nord-Caucase. Là encore, dans mon analyse de 2002, je note donc qu'il y a 20 ans, on se concentrait en grande partie sur le débordement de violence provenant de la Tchétchénie et du Daghestan. On s'intéressait beaucoup à ce qui se passait dans les gorges de Pankissi en Géorgie,
qui était considérée comme une grande source d'instabilité avec des poches de terrorisme qui avaient son origine. Et il y a notamment des combattants qui se sont ensuite rendus en Syrie depuis cette région. Mais maintenant, on peut dire que la situation s'est stabilisée sans pour autant considérer que tout va bien. Les problèmes sous-jacents dans le Nord-Caucase demeurent. Le fait d'être coupé de la Russie, la pauvreté et le chômage, l'attraction de l'islam radical, tout cela a été mis sous le tapis, mais les problèmes n'ont pas été réglés et risquent de réapparaître à l'avenir et d'être à nouveau une source de problèmes. Pour ceux qui n'ont pas vu les nouvelles, la semaine dernière, Poutine a appuyé Kadyrov, le dirigeant de Tchétchénie, pour qu'il reste au pouvoir, puisque sous différents titres, Kadyrov est à la tête de la Tchétchénie depuis 2006. Alors, troisième sujet, c'est l'intérêt sporadique manifesté par les grandes puissances, qui reste un problème pour cette région avec toutes ces contradictions. Il y a un intérêt qui va, qui vient pour cette région de la part des grandes puissances en fonction des autres facteurs de géopolitique qui se présentent. Donc pour la Russie, l'Iran, la Turquie, mais aussi les États-Unis, l'Union européenne et même la Chine. C'est une région qui, à différents moments, a représenté différents degrés d'intérêt, mais ces intérêts vont continuer à jouer un rôle. Et certainement, ce que l'on pourrait souhaiter, ce serait que les pays européens, les États-Unis se concertent davantage pour avoir une approche plus stratégique concernant l'avenir de cette région. Il ne fait aucun doute que l'Union européenne est maintenant un acteur important en Géorgie. Les États-Unis aussi ont beaucoup investi et sont un soutien important pour ce pays. Si l'on regarde l'architecture de sécurité de la région, on voit qu'il y a encore beaucoup de choses qui manquent, avec notamment les promesses qui émanaient de l'OSCE qui n'ont pas été réalisées. Alors, ce n'est pas pour jeter la pierre à l'OSCE, mais si l'on regarde de façon objective, il y a différents facteurs qui sont entrés en jeu. L'OSCE n'est pas une organisation internationale à part entière, elle n'a pas la force des Nations Unies. Le principe de veto veut dire que tout pays peut imposer un veto. Ça a été le cas de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan avec des effets assez négatifs. Ils ont un très petit budget. En 2019, le budget était de 138 millions d'euros, ce qui n'est que 5% du budget des Nations Unies. Et si l'on regarde le conflit du Karabakh, on voit que l'une des raisons principales pour laquelle ce conflit n'a jamais pu être résolu, c'est qu'il n'y a jamais eu d'engagement clair à assurer le maintien de la paix. Une force de l'OSCE avait été promise, mais l'OSCE n'a jamais réussi à mettre en place de véritables capacités de maintien de la paix. L'opération, par exemple, en Ukraine de l'OSCE, et qui bénéficie d'un financement séparé, est une mission d'observation et non pas de maintien de la paix. Alors, revenons au conflit récent, au Karabakh, qui, comme cela a été dit, a été une tragédie humaine, plus de 8000 morts,
notamment des jeunes qui n'étaient même pas encore nés quand les premiers conflits dans cette région ont eu lieu dans les années 90. Il y a certaines retombées positives à ce conflit pour l'Azerbaïdjan, le droit de retour pour plus de 1,5 million d'Azéris qui avaient perdu leur maison quand le conflit avait éclaté. Depuis 25 ans maintenant, ils ont enfin le droit de pouvoir revenir. Cela dit, de nouvelles personnes ont été déplacées du fait de ce récent conflit, quelques 30 000 Arméniens. On pourrait discuter longuement des origines de ce conflit. Néanmoins, il faut noter un désengagement de la part de l'Occident. Et là, il y a beaucoup de responsabilités, mais aussi bien l'Arménie que l'Azerbaïdjan, depuis 1994, ont eu des opportunités de pouvoir signer une paix sous égide internationale avec des mécanismes pour assurer un système juste et pour pouvoir partager les responsabilités, mais tout cela ne s'est pas fait de part et d'autre. Il y a un manque total de souplesse. Les territoires occupés en Arménie étaient considérés comme des territoires libérés. Donc, et du côté de l'Azerbaïdjan, il y a eu beaucoup de discours très agressifs qui ne donnaient aucun espoir aux Arméniens du Karabakh qu'il allait y avoir respect des droits et aspirations. De part et d'autre, je crois qu'il y a eu un manque de souplesse. Et si il n'y avait pas de paix internationale, il fallait prendre ses responsabilités de part et d'autre. La Russie, finalement, est intervenue avec la puissance, les effectifs et la capacité d'agir rapidement dans ce conflit, ce qui a permis, bien sûr, à la Russie d'imposer ses conditions. Le cessez-le-feu de novembre a arrêté les combats, a permis de donner cet espoir de retour des personnes déplacées du côté de l'Azerbaïdjan, avec un nouvel ordre imposé par la Russie pour la première fois depuis la fin de l'Union soviétique. Il y a des observateurs turcs, une cinquantaine qui observent le cessez-le-feu. Mais il y a énormément de problèmes qui se posent, pas de mandat pour la force de maintien de la paix. C'est plutôt une déclaration qui a été faite, ce n'est pas un accord qui soit entériné ni reconnu par les Nations Unies, l'OSCE. Le groupe de Minsk continue, mais avec un format qui reste assez faible. Alors, Rosaria, je vous vois apparaître à l'écran. Est-ce que cela veut dire que mon temps de parole s'achève? Donc, je vais essayer de conclure rapidement et puis nous pourrons échanger encore pendant la période questions-réponses. Donc, je voudrais dire que malgré les progrès qui ont été accomplis, notamment sur le plan économique, il y a encore un vide sécuritaire important que l'OSCE n'est pas capable de gérer, ni la Russie, ni l'OTAN pour d'autres raisons. C'est pourquoi j'estime que sur le plan sécuritaire, il faut absolument arriver à une stabilisation de la région. Il n'y a en tout cas pas de formule magique sur le plan international. Mais dans le domaine économique, en tout cas, il y a encore du travail à faire pour renforcer la coopération régionale avec de nouvelles opportunités qui s'ouvrent suite à à ce conflit récent. Et on peut espérer que ceci
permettra, ces liens économiques permettront d'avancer vers la paix dans la région. Voilà, je vais en rester là pour laisser un petit peu de temps pour la discussion. Bien, merci beaucoup. Thomas, pour cette très bonne introduction à la discussion. Pour reprendre votre métaphore, je crois que notre objectif, c'est de comprendre aujourd'hui quelle est la solidité de cette maison qui a été frappée par ce séisme. Alors, nous avons des intervenants des 3 pays du Sud-Caucase qui vont certainement revenir sur les différents éléments que vous avez abordés. Je vais donner la parole pour commencer à Tengiz Kaladze, qui est un chercheur et responsable politique que j'ai rencontré en Géorgie, où il était conseiller du président de Géorgie, et il a joué ce rôle. Il est maintenant Senior Fellow au Centre européen pour l'économie politique internationale. Et il travaille beaucoup avec la société. Different aspects of Georgian and regional. Et il va nous aider à comprendre les différents enjeux et pour voir s'il y a des raisons d'espérer dans cette nouvelle configuration qui a été présentée. Vous avez 10 minutes. Merci Rosaria. Bonjour mesdames et messieurs, je suis très heureux de pouvoir m'exprimer devant vous et de présenter des pistes de réflexion concernant les défis sécuritaires dans la région du Caucase Sud. J'aimerais remercier Tom Deval. Il me facilite la tâche. Commençons par donc un point important, c'est le 30e anniversaire de l'effondrement de l'URSS et donc l'indépendance des pays du Caucase Sud. Il y a 30 ans, c'était la fin de la guerre froide. Et cela annonçait un meilleur avenir pour des millions de personnes de par le monde. Cette idée d'un monde où on vivrait en paix, et, il y a 30 ans, est devenue presque vraie. Presque, parce que ça n'a pas été réalisé. Dans le même temps, la plupart des pays d'Europe centrale et orientale ont été libérés. La Géorgie, par contre, a dû traverser une guerre pour sa liberté et son indépendance. Et aujourd'hui, 30 ans plus tard, il y a toujours une guerre. On parle toujours de ligne de fracture en Europe, 30 ans après la fin de l'effondrement de l'URSS. On parle toujours de sphère d'influence et de ligne de front. 30 ans plus tard, on voit l'occupation, l'annexion de pays européens. 30 ans après l'effondrement de l'URSS, et on fait face à une nouvelle guerre froide et une nouvelle confrontation. Il est très difficile à croire. Chaque pays qui a choisi le camp de l'Occident et le développement démocratique est en danger. Notre sécurité commune est tellement faible et les mécanismes actuels sont insuffisants. La résolution des conflits nécessite une nouvelle approche, du courage, de la créativité et une volonté stratégique. La communauté internationale réagit au cas individuel, mais une stratégie unifiée qui garantit la liberté de choix et la souveraineté des pays, une telle stratégie n'a pas été créée. Il y a tellement d'accords de cessez-le-feu, mais pas de traité de paix. Il y a des mécanismes pour geler les conflits, mais pas de mécanismes pour résoudre les conflits. Tous ces défis et menaces sont liés. La guerre hybride sont utilisées depuis les années 90. Maintenant, ces techniques hybrides sont plus sophistiquées et elles sont utilisées contre les États membres de l'OTAN. Et on parle d'influence, de propagande, de guerre psychologique.
des cyberattaques, des interventions, des interférences dans les processus électoraux, pas uniquement de pays partenaires de l'OTAN, mais dans les pays de l'OTAN. Et il faut bien sûr changer cela. Et la question de l'adhésion de la Géorgie à l'OTAN est une question très importante. Il y a eu la réunification de l'Allemagne et l'OTAN et ses nouveaux membres ont bénéficié, tout comme la Fédération de Russie, ont bénéficié de la stabilité parce que la Fédération de Russie a eu des voisins plus sûrs, plus stables. Notre aspiration et donc une Géorgie sécurisée est dans l'intérêt de tous. Nous voulons garantir des liens forts entre la Caspienne et l'Europe, des liens forts entre l'Europe et l'Asie, des échanges économiques. La Géorgie a contribué à la paix régionale et à la sécurité. Nous jouons un rôle important dans les mesures pour bâtir la confiance dans le conflit du Nagorno-Karabakh. On a été récompensé. L'Azerbaïdjan a libéré des Arméniens. La contribution de la Géorgie au Nagorno-Karabakh a montré son rôle crucial comme un allié de l'OTAN qui promeut la paix et la sécurité. On est prêt à être un lieu de négociation quand l'OTAN demande de l'aide à ses partenaires, à ses alliés. La Géorgie est la première à répondre. La Géorgie a apporté des contributions de taille au Kosovo, en Afrique centrale, en Afghanistan, malgré les sacrifices dans les conflits et le soutien bipartisan pour l'adhésion de la Géorgie à l'OTAN est très élevé. Nous connaissons le prix des partenariats. Un meilleur avenir pour notre région et l'incorporation à travers le dialogue et le développement pacifique. La Géorgie est située dans une région stratégique qui réunit le nord, le sud, l'Orient, l'Occident. En protégeant la Géorgie, cela permet un accès à des marchés. Il y a 19 ans, la Géorgie a demandé à adhérer à l'OTAN officiellement. Il y a 13 ans, il y a eu des démarches. L'OTAN a reconnu la Géorgie comme partenaire opportunité nouvelle. L'OTAN a dit que la Géorgie avait tous les outils pour adhérer à l'OTAN. L'OTAN a fait des réformes démocratiques et octroie 2% de son PIB à la défense. Avec les alliés, nous avons fait d'excellents progrès avec le paquet OTAN-Géorgie et les réformes. Et nous avons augmenté la disponibilité opérationnelle, la résilience. Et nous avons garanti une forte mobilité de nos forces armées. Cependant, nous savons que ça n'est pas suffisant et nous avons besoin de plus de réformes, de meilleures réformes et de résultats plus probants. On n'en est pas loin. Nous avons tous des hauts et des bas, des échecs, des réussites. Le gouvernement russe, le gouvernement géorgien connaît des conflits internes. La société civile est active, critique le gouvernement, demande plus de réformes, de meilleures performances. Mais en ce qui concerne la trajectoire de la Géorgie vers l'OTAN, on est tous unis. Notre objectif est d'être préparés pour cette fenêtre d'opportunité. On ne tient pas notre adhésion, on ne la tient pas pour acquis. Nous devons créer cette opportunité. Ce processus nécessite beaucoup d'efforts, un travail d'arrache-pied et une coordination.
avec les alliés. On a besoin de ce même esprit d'unité qui a permis de sortir vainqueur de la guerre froide. Il faut un engagement fort. Nous devons gagner la guerre sans combattre. J'aimerais tous vous remercier de votre attention et votre intérêt pour la Géorgie. J'aimerais remercier ceux qui ont organisé ce webinaire, le secrétariat de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, le bureau de liaison de l'OTAN en Géorgie. Je suis persuadé que ces débats sont essentiels pour notre coopération. Ça permet d'élaborer de nouvelles opportunités. Cela crée des opportunités pour un meilleur avenir, pour une sécurité renforcée et une meilleure prospérité. Je vais m'arrêter ici et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Tengiz. Merci d'avoir présenté cette dimension géorgienne. La Géorgie contribue tellement à la sécurité internationale. C'est un pays qui joue un rôle tout particulier dans le Caucase et vous nous avez tous rappelé l'importance de ce rôle. Et donc le rôle que la Géorgie a joué dans la libération de prisonniers arméniens. La Géorgie est un acteur très important qui a un potentiel très fort, pas uniquement purement en Géorgie. Passons à l'intervenant suivant. Taline Papazian est politologue. Elle est maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille. Sa carrière universitaire est étoffée par une expérience de décideur politique. Elle était experte de haut niveau au ministère arménien de la Défense et elle gère l'association caritative Armenia Peace Initiative. Taline, vous avez la parole. Merci Rosaria. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais exprimer ma reconnaissance pour cette opportunité qui m'est donnée de m'exprimer ici. Je souligne que j'exprime mes opinions personnelles. Je ne représente ni l'Arménie, ni une organisation en particulier. Je vais faire 3 remarques dans les 10 minutes qui me sont imparties aujourd'hui. Tout d'abord, quels sont les échecs qu'on a vus dans l'organisation mondiale? Il y a le conflit, et donc je vais parler des conflits dans la région, le Nagorno-Karabakh. Je vais proposer des pistes de réflexion concernant les possibilités pour l'avenir. Suite à l'ordre international post-soviétique, cet ordre n'a pas fonctionné. Cette guerre a montré les failles de ce nouvel ordre mondial. Nous avons peut-être l'impression qu'on revient vers cet ancien paradigme de la guerre froide. Bien sûr, les États-Unis n'ont plus la haute main, on n'est plus dans les années 90, même si il y a des éléments qui rappellent la guerre froide. Ces aspects sont amplifiés. On a l'impression que c'est un monde multipolaire. Les règles d'engagement actuelles sont floues. Il y a plus de valeurs. Et les valeurs de démocratie, de coopération ont été remises en question dans le Caucase Sud et au-delà. On voit la montée en puissance de puissances régionales qui agissent de leur propre chef.
parfois en bafouant leurs obligations internationales. Il y a eu des F-16 qui ont survolé la frontière nord du Daghestan. Suite à la guerre, la Turquie a gagné une présence par procuration, par intermédiaire interposé dans cette région et en Asie centrale. Il y a une menace potentielle qui provient de la frontière avec l'Iran. Cette frontière a été fixée au XIXe siècle, quand l'Empire perse et russe se sont mis d'accord sur la frontière. Et la Russie a une présence très forte en Azerbaïdjan et a renforcé sa mainmise sur l'Arménie. Il y a un risque de tension, d'augmentation des tensions internationales. Et cette région n'a pas besoin de plus de tensions. Les puissances régionales s'affirment dans ce qui était le précaré de l'Union soviétique. Et si cette tendance n'est pas allégée, n'est pas bloquée par des mécanismes internationaux, ça peut être un facteur déstabilisant pour toutes les populations du Caucase Sud. Quelle est la situation avec le conflit du Nagorno-Karabakh et les défis sécuritaires concernant l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la région? Il y a différentes problématiques. Il y a des problématiques qui ont trait au conflit du Nagorno-Karabakh et des questions qui ont trait à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan. La guerre de 2020 a peut-être résolu des problèmes, le problème de l'Azerbaïdjan, mais cette guerre a créé de nouveaux problèmes. Le premier problème, c'est des fortes interpositions russes, qui est la seule garantie de sécurité pour les Arméniens. Deuxième point, le conflit du Haut-Karabakh était un conflit entre deux principes internationaux que je ne vais pas répéter, je suis sûr que vous en êtes conscients. Il y a le droit des Arméniens de vivre en sécurité sur leur terre au Karabakh. Peut-être qu'il faut des mesures temporaires. Tom Deval l'a dit, Tengiz l'ont dit. Il faudrait des solutions plus créatives pour une stabilité à long terme. Il y a de nombreux réfugiés en Arménie, donc de cette région. Et l'absence de guerre n'est pas la paix, comme nous l'avons vu au cours des 30 dernières années. Ce conflit n'était pas qu'un conflit d'intérêts, c'est un conflit identitaire. Il y a des problèmes de rhétorique et de stéréotypes dans les deux camps. Il y a une arménophobie institutionnalisée en Azerbaïdjan. Et il y a des stéréotypes culturels à l'égard des Azéris en Arménie. Si on prend le point de départ, la déclaration du 10 novembre, l'ambiguïté arménienne, une chose n'était pas ambiguë, tous les prisonniers de guerre et les détenus doivent être libérés. Et oui, il y a eu cette intervention de la Géorgie il y a 2 semaines pour permettre de trouver un terrain d'entente entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Et un autre point, la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie doivent être définies. Et violer la souveraineté de l'Arménie est inacceptable. Exercer des pressions économiques sur les habitants des zones frontalières ne crée pas les conditions favorables pour la paix. On peut voir qu'il y a une priorité qui est mise sur la communication. Je veux dire que les incitations économiques ne sont pas suffisantes.
Et il faut une volonté politique pour créer la paix. Il y a la question de la normalisation des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. On peut faire cela de deux manières. On peut créer des véritables conditions pour que les intérêts convergent et que cela soit visible pour toutes les parties prenantes, ou on peut forcer l'Arménie à se plier à la volonté du vainqueur indéfiniment. Pour le moment, Moscou a la haute main, mais les populations du Sud-Caucase ont suffisamment de mémoire historique et savent que ce n'est pas une solution, et qu'il faut des discussions directes pour bâtir l'avenir de la région. Autre question, il y a la question des mercenaires islamistes dans la région. Il n'y a pas eu de traitement de cette question. Où est-ce qu'ils sont? Comment on gère cette menace qui menace la sécurité du Caucase? Il faut avoir recours à la médiation internationale. Mais si la médiation internationale devient une partie du problème et non la solution, il faut cesser cette démarche. Il faudrait peut-être une nouvelle architecture sécuritaire eurasienne ou une approche plus globale pour les besoins de la région du Caucase Sud. Enfin, le Sud-Caucase est encore un concept. Il faudrait qu'il soit transformé en un concept politique. Les trois pays doivent travailler ensemble et sécuriser leur propre souveraineté, une fois pour toutes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez mis en exergue énormément de points sur lesquels je suis sûre que nous reviendrons dans nos débats. J'ai également été très intéressée par les dynamiques internes entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et comment cela peut avoir une incidence sur d'autres étapes visant à résoudre le conflit. Nous allons maintenant écouter Kavus Aboushov qui va nous rejoindre et qui va nous dire quel est le sentiment à Bakou, comment en Azerbaïdjan l'on a été affecté par le conflit. Kavus est également universitaire. Il est professeur associé à l'Académie, au Collège de diplomatie de l'Azerbaïdjan. Il est particulièrement intéressé par les guerres civiles à base ethnique et il a une longue liste de publications sur ce sujet et tant d'autres, et notamment sur quelque chose qui a tout son sens, qui revêt tout son sens pour la question qui nous occupe aujourd'hui, à savoir un ouvrage dont il est co-auteur sur les activités belligérantes dans le cadre des mouvements sécessionnistes au titre du droit international. Merci beaucoup Rosaria et merci pour cette gentille présentation de ma personne. Alors, mon exposé va peut-être être le plus positif des trois sur la question du conflit et sur la région. Mais étant donné que vous avez mentionné cet ouvrage sur la sécession et l'autodétermination, il y a un point que Madame Papazian a soulevé s'agissant des tensions et de conflits entre deux principes, le principe de la souveraineté territoriale des États et les velléités de sécession. Ce n'est pas exact et il y a beaucoup de littérature sur ce point que je partagerai volontiers avec Mademoiselle Papazian, car parfois l'on interprète mal cela dans la presse, mais pas dans la littérature. Dans la littérature, les choses sont très claires. Mais permettez-moi de commencer mon exposé en disant que la phase militaire du conflit est tragiquement terminée. Alors tragiquement d'une part, terminée d'autre part. Pour
parce que le concept de la communauté de sécurité en Europe fait que l'on ne peut pas imaginer une guerre entre les États membres de l'Union européenne, parce que l'Union européenne est une communauté intégrée d'États qui évite la guerre. Et la guerre est donc devenue non réaliste entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et je parle de conflits futurs. La guerre de novembre a été la fin de la phase militaire du conflit. Je m'explique. Si vous regardez les 10 dernières années, peut-être plus d'ailleurs depuis le cessez-le-feu de 1994 entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, combien de soldats ont perdu la vie lors de ces petits conflits latents. Alors il y a certes des problèmes frontaliers, mais qui ne s'étendent pas, ne dégénèrent pas en des conflits ouverts. Donc la phase militaire du conflit est terminée. Et c'est dû à deux facteurs. Premièrement, le rôle de la Russie, bien sûr la paix hégémonique de la Russie, parce que l'Arménie et l'Azerbaïdjan prennent la Russie très au sérieux et parce que la Russie est déterminée à stabiliser la situation. Contrairement à l'Abkhazie et à l'Ossétie du Sud, je pense qu'au Karabakh, la Russie a eu un rôle positif. Bien sûr, ça dépend du point de vue. Mais les parties au conflit sont arrivées à ce qu'elles souhaitaient. Donc il n'est plus nécessaire qu'il y ait une nouvelle phase armée du conflit. Et j'ai également dit que la phase militaire du conflit était tragiquement terminée. Alors c'est vrai que maintenant nous ouvrons une question politique. Alors pourquoi est-ce que je parle d'une tragédie? La guerre de novembre a été une tragédie, une réelle tragédie. Pourquoi? Parce que je pense que les résultats de cette guerre auraient pu être obtenus sans sacrifier de vie humaine. J'ai participé au processus de paix au niveau 2, 2 fois au sein du groupe de Minsk également, et j'ai des collègues arméniens d'universités arméniennes, d'ONG arméniennes, qui, même s'ils étaient en minorité, comprenaient bien la situation. Et nous avons fait de notre mieux pour éviter ce qu'il s'est passé. Nous avons essayé de veiller à ce que l'on évite le conflit. On aurait pu le faire, on aurait pu arriver à ce à quoi l'on est arrivé sans sacrifier des vies humaines. Mais pour des raisons de dilemme d'insécurité, pour des raisons également mentionnées par Thomas de Waal, l'absence d'engagement de l'Ouest, l'Ouest tournant le dos à ce conflit depuis 1996, plus de pression substantielle sur l'Arménie depuis le sommet de Lisbonne de l'OSCE, retrait des zones occupées hors du Haut-Karabakh, la situation s'acheminait petit à petit vers une guerre. Et l'élément tragique dans tout cela est que les choses finissent toujours par se normaliser. Attendons 5 ans et dans 5 ans, nous verrons que les relations se seront normalisées entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Mais les morts dans cette guerre, eux, ne reviendront pas. Et c'est cela qui la rend tragique. Alors, comme je l'ai dit, le processus politique va démarrer sous peu. Et dans le processus politique, on met l'accent sur le Haut-Karabakh beaucoup plus que sur les relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Alors pourquoi est-ce que j'ai confiance? Parce que notamment, il y a eu l'élection du parti de Igor Nachemian en Arménie qui partage l'idée d'un processus de paix. Avant, il y avait des voix radicales en Arménie qui appelaient à la revanche, qui appelaient une nouvelle guerre, l'achat de nouvelles armes de la part auprès de la Russie. Et moi, j'étais très préoccupée. Par contre, le parti de Pachinian est raisonnable. Alors, pourtant, c'est ce parti-là qui a mené la guerre, certes, mais
il ne veut pas mettre tout sur le dos du Premier ministre Pachinian, qui a publié un article d'ailleurs très intéressant à ce sujet directement après la fin de la guerre. Donc ce que nous allons voir, c'est en fait un accord sur le tracé de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, la restauration des communications hertziennes et aériennes, restauration, rétablissement des relations entre l'Arménie et la Turquie, et puis un accord de paix très complet où les deux parties reconnaîtront la souveraineté territoriale de l'un et de l'autre. S'agissant du Karabakh et de son statut, bon, il peut y avoir toute une série d'options ou de variations sur le même thème. Soit une autonomie culturelle ou d'autres formes d'autonomie. Et le président Ilham Aliyev l'a dit à plusieurs reprises, nous sommes prêts à comprendre et à prendre en compte les préoccupations de sécurité des habitants du Haut-Karabakh, et il insiste aussi sur le besoin d'intégration de cette zone dans la région. D'où le processus de paix. Et je crois que la référence qu'il faisait, c'était le processus d'intégration européen qui a commencé d'ailleurs en 1957 déjà et qui pourrait être la résolution de tous les problèmes. S'agissant du rôle de la Russie maintenant, une différence entre le rôle de la Russie par rapport à la Géorgie et l'Ukraine est que qu'il n'est pas exclu que la Russie puisse jouer un rôle très positif. À de nombreuses reprises, la Russie a dit qu'elle veut que la question du statut soit fondue dans un processus de renforcement de la confiance et de paix. Donc la Russie joue de plus en plus le rôle d'entremetteur de paix. L'idée étant de garantir la présence sécuritaire. La Russie est présente par des forces de maintien de la paix au Haut-Karabakh et va y rester. Je ne pense pas que cet embasement soit à court terme, mais ça ne veut pas dire que l'on exclura la résolution au conflit. La présence de forces de maintien de la paix russes au Haut-Karabakh ne sera pas nécessairement antinomique avec cette résolution pacifique au conflit. On voit une différence entre le rôle négatif de la Russie en Ukraine, au Moldova, en Ossétie du Sud, et le conflit au Haut-Karabakh, où là, l'influence russe est beaucoup plus positive. Alors, il y a bien sûr des problèmes qui subsistent, des questions non résolues encore entre les parties au conflit, et cela inclut notamment les cartes des mines qui ont été posées en territoire azerbaïdjanais par l'Arménie et par l'armée arménienne. Ces mines antipersonnelles ont été posées après le cessez-le-feu du 10 novembre. J'insiste, donc dans les zones de Latchen et de Karbadjan, qui sont adjacentes à l'Arménie. Et suite à des détonations de mines antipersonnelles, 40 personnes sont mortes. Alors pourquoi est-ce que j'en parle ? Parce que c'est un petit peu difficile de déconstruire la haine entre ces deux sociétés sur cette base-là. Il y a également des détenus politiques d'Arménie en Azerbaïdjan qui n'ont pas le droit à la protection de la Convention de Genève, bien que tout avocat vous dira que c'est l'inverse, mais cela doit être réglementé ou réglé dans le cadre d'un autre processus politique, ce qui veut donc dire qu'il est important que les communications politiques à haut niveau soient restaurées entre les parties au conflit. Et comme je l'ai dit, passer de la phase militaire à une phase politique au conflit devrait permettre la normalisation des relations entre les sociétés, même si cela prendra des années, parce que les blessures sont encore béantes. Et je crois que Thomas de Waal sera d'accord avec moi, la dernière guerre aurait pu être évitée. Et à cet égard, c'est vraiment une situation tragique, car beaucoup de jeunes ont perdu la vie dans ce dernier conflit. Mais il me semble que les médiateurs internationaux pourraient jouer un rôle où
c'est comme si deux petits garçons se battaient et que quelqu'un suit la bagarre et sait que l'on peut arrêter cette bagarre. Et puis on n'arrête rien et avant de mourir, les deux petits garçons se rendent compte qu'ils ont fait une grosse bêtise. Et c'est tout ce que j'aurais à ajouter sur la situation. Je répondrai bien sûr aux questions dans la séance de questions-réponses. Merci beaucoup, Kavus, pour toute cette matière à réflexion. C'est vrai qu'il est très intéressant de comprendre comment votre raisonnement est quelque chose qui est répandu au sein de l'opinion publique en Azerbaïdjan. Donc je ne doute pas que cela transpirera dans les débats. Alors à ce stade, je vois que j'ai 6 demandes d'intervention. 6 personnes se sont inscrites pour poser des questions. Alors, on est déjà presque au-delà du temps imparti. Donc, je voudrais demander aux différents députés qui vont poser des questions de vraiment limiter vos interventions à 1 minute et de poser des questions précises plutôt que de se lancer dans une déclaration large. Et nous allons grouper les questions par 3 et j'espère que nous aurons la possibilité de donner aux membres du panel l'occasion de réagir, car il y a énormément de matière à débat dans ce qui a été dit. Donc, Andrius, je vous propose de m'aider à gérer la discussion et de vous rendre la parole. Oui, absolument, Madame la Présidente. Nous avons maintenant 7 membres qui souhaitent prendre la parole. Donc, nous avons consulté mes collègues. Est-ce que je puis proposer de prendre les 7 questions en bloc? Cela nous permettra d'économiser un petit peu de temps. Et nous allons commencer par les membres de nos délégations, membres de l'OTAN. Donc, Lord Anderson. Ensuite, Alexander Kristains de la Lettonie. Lord Anderson. Good. Basically, I'd like... Merci. Je voudrais poser une question à Thomas. Pense-t-il que la dernière présentation était par trop optimiste? Est-ce que c'est vraiment la dernière guerre ou est-ce que c'est le tremblement de terre en passe d'arriver? Et enfin, pourrait-il nous dire s'il y a un médiateur crédible dans le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan? Ma propre expérience est qu'il y a énormément de passion de part et d'autre. Par exemple, la conférence de Budapest de l'OTAN s'est soldée par l'assassinat d'un Arménien et l'Azerbaïdjanais de retour chez lui a été accueilli en héros. Est-ce que ce n'est pas là symptomatique d'un conflit de génération entre les grandes puissances? La Russie semble être celle qui a réussi le plus sur le terrain de ce conflit. La Turquie a eu son rôle à jouer aussi. Comment, une fois la poussière retombée, pourra-t-on trouver un véritable apaisement entre ces deux peuples? Merci. Madame la Présidente, nous avons maintenant Monsieur Kristains de la Lituanie. Monsieur Ahmed Yildiz demandait la parole, il n'est plus sur la liste. Alors, a-t-il changé d'avis ou bien, si ce n'est pas le cas, qu'il redemande la parole? Donc, Monsieur Kristains et puis Monsieur Yildiz.
Merci beaucoup. Merci Andreus. La Lettonie entretient d'excellentes relations avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et nous sommes intermédiaires entre ces deux pays. Alors j'ai une question technique. Je suis allée visiter Gvdam, une ville de 650 000 habitants totalement démolie pour créer une zone tampon entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et nous avons été surpris à Ganja, qui est une ville qui est à quelques kilomètres de la zone de combat, a été bombardée la nuit à la roquette. Des bâtiments résidentiels ont été détruits et de pacifiques résidents y ont perdu la vie. Pourquoi cette ville devait-elle être arrosée de roquettes et pourquoi une autre ville a-t-elle été totalement rasée pour créer cette zone tampon? Merci. Yildiz Nous allons maintenant entendre Ahmet Yildiz et puis ensuite nous aurons une représentante d'Azerbaïdjan. Merci beaucoup Andreus. La Turquie espère qu'il va y avoir une solution pacifique dans la région, une coopération entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais je dois dire que j'ai un sentiment mitigé. Nous voyons que l'Arménie tient un discours concernant notamment les mines qui ont été posées, mais les parlementaires arméniens ne reconnaissent pas l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. C'est ce qui a causé ce conflit pendant 3 décennies. Et nous voyons qu'il y a encore un discours qui vise à présenter le territoire d'Azerbaïdjan comme étant sous occupation. Ce n'est pas comme cela que nous allons arriver à un règlement du conflit. Et puis j'étais étonnée par ce qui a été dit par Thomas de Waal, à savoir je me souviens que l'Azerbaïdjan du point de vue de son intégrité territoriale, j'aimerais demander aux collègues arméniens comment pouvez-vous attendre des gestes de paix alors que vous continuez à ne pas accepter l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. Quant à ce qui a été dit par les collègues de Géorgie, je comprends qu'ils essayent d'apporter leur contribution. Merci. Madame la Présidente, nous allons entendre Madame Ibrahim Ghizi, ensuite un représentant de Géorgie, Kelashvili. Et je vous rappelle que nous vous demandons de vous en tenir à des interventions d'1 minute. Merci beaucoup, chers collègues. Je n'ai pas de questions, mais je voudrais faire une suggestion très rapidement. Les organisations internationales doivent régler un certain nombre de questions essentielles à court, moyen et long terme pour prendre des mesures contre les forces
revanchistes en Arménie et à l'étranger, avec le couloir de Shinzé qui doit être ouvert pour résoudre les problèmes de récession économique, pour que l'Azerbaïdjan ait une carte de localisation de toutes les mines. Les organisations internationales doivent faire leur travail de démarcation, délimitation des frontières entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. L'Azerbaïdjan est un pays pluriculturel avec 30 000 Arméniens qui vivent de façon pacifique. Une église arménienne a été réparée récemment pour pouvoir être utilisée par la population arménienne, mais il y a encore un gros manque de confiance. Les organisations internationales et notamment les institutions qui travaillent dans les règlements de conflits doivent renforcer leurs efforts. Et enfin, les organisations internationales et les États principaux doivent augmenter leurs efforts pour arriver à un accord de paix entre les deux pays. Merci de votre attention. Merci. Nous allons entendre M. Kelashvili de la Géorgie, qui sera suivi par M. Gorgissian de l'Arménie. Bien, merci. J'espère que vous pouvez me voir et m'entendre. Je vais être extrêmement bref. J'ai une question à poser à Thomas de Waal. Dans vos 3 scénarios concernant le Caucase, vous n'avez pas du tout parlé de la Russie. Donc j'aimerais vous demander comment vous voyez la trajectoire des actions russes. Est-ce que cette politique russe est entièrement transactionnelle et vise à l'exploitation de la situation, ou bien est-ce qu'il y a des signes d'engagement constructif avec l'Occident concernant le Sud-Caucase? Merci, Madame la Présidente. Nous allons entendre maintenant Monsieur Gorgissian de l'Arménie, suivi par Monsieur Bayramov de l'Azerbaïdjan. Merci, chers collègues. Cette discussion est très importante sur un sujet très important et ma question est peut-être rhétorique ou peut-être souhaiterez-vous y répondre, mais l'Azerbaïdjan a des héros nationaux comme ceux qui ont décapité des Arméniens. Suite à la guerre de 2016, il y a des héros nationaux qui ont décapité des soldats arméniens. Ce sont des photos qui ont été publiées sur les réseaux sociaux et durant cette guerre, ils ont utilisé des armes interdites comme les bombes au phosphore. Ils ont bombardé des hôpitaux, des écoles maternelles. Et maintenant, ils sont en train de détruire tout notre patrimoine dans le territoire qu'ils contrôlent. Nous venons d'entendre parler d'une église en Azerbaïdjan, une église arménienne qui a été réparée. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Ils ont enlevé la croix et ils l'ont transformée en bibliothèque. Donc, sachant qu'en Azerbaïdjan, ils cherchent à détruire tout le patrimoine arménien, comment peut-il y avoir la paix? La haine est enseignée dès le jardin d'enfants. Aucune personne avec un nom de famille arménien n'a même le droit d'entrer en Azerbaïdjan. Et maintenant, les
prisonniers de guerre arméniens sont utilisés comme otages. Donc il parle de paix, de négociation, mais comment est-ce possible alors que si maintenant, après la fin du conflit, ces actes arménophobiques se poursuivent et il continue à avoir des prisonniers de guerre. Plus de 12 000 soldats qui sont présents alors que le discours est un discours de paix et de négociation, mais ça ne peut pas fonctionner. Il y a même des processus, des procès falsifiés contre ces prisonniers de guerre qui sont présentés comme des terroristes et qui ont été capturés pendant le conflit et en vertu de tous les accords, les conventions internationales, ce sont des prisonniers de guerre. Certains ont été torturés, tués. Et pourtant, le discours est un discours de négociation et de paix, donc je ne vois pas comment nous allons arriver à un processus de paix tant que l'Azerbaïdjan ne va pas nous rendre nos ressortissants, mettre fin à cette rhétorique contre l'Arménie. Et dans le document signé le 9 novembre, il est dit que l'avenir du Haut-Karabakh va être discuté, mais ça ne veut pas dire que cela fait partie de l'Azerbaïdjan. Ceux qui vivent là ont besoin de ces garanties de sécurité qui ne peuvent pas leur être données par l'Azerbaïdjan. Il ne faut pas que les personnes qui vivent là soient tuées simplement parce qu'ils sont arméniens, parce qu'ils n'ont pas la même religion. Donc la seule garantie, c'est l'indépendance. Merci. Madame la Présidente, notre dernier intervenant est Monsieur Bayramov. Merci beaucoup d'avoir organisé cet événement important. Je voudrais tout de suite aller droit au but, réagir à ce qui a été dit par notre collègue arménien qui a parlé de la destruction du territoire arménien. Et j'aurais en fait une question à poser. En quoi la souveraineté de ces soi-disant territoires arméniens est-elle démontrée avec tous les actes de pillage qui ont eu lieu sur ce territoire où des édifices religieux historiques ont été détruits sur notre terre. Je voudrais aussi soulever une question sur ce qui a été dit par Thomas Deval, qui a dit que les deux parties ne faisaient pas preuve de souplesse, mais je voudrais dire que quand l'intégrité territoriale n'est pas respectée, il ne peut pas y avoir de souplesse. L'intégrité territoriale est un principe du droit international et durant tout ce conflit, toutes les organisations internationales ont affirmé leur soutien pour l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. Les résolutions du Conseil de sécurité qui n'ont pas été respectées pendant 3 décennies l'ont affirmé. Cette guerre a permis de rétablir le droit international, l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. Alors maintenant, nous sommes face à de nouveaux défis pour arriver à une paix durable, mais sachant ce que nous venons d'entendre de la part de notre collègue arménien, eh bien, je vois que n'y a toujours pas cette volonté de paix quand on parle d'arménophobie en Azerbaïdjan. Eh bien, je crois qu'on peut
regarder combien d'Arméniens y a-t-il en Azerbaïdjan, eh bien, il n'y en a aucun. Thomas Deval a parlé du rôle de l'OSCE et du groupe de Minsk. Comment voyez-vous ce rôle maintenant dans la période post-conflit? Est-ce que l'OSCE peut apporter une contribution à une paix durable dans notre région? Bien, merci beaucoup pour toutes ces questions et interventions. Nous avons dépassé le cadre horaire qui avait été fixé, mais nous avons entendu des questions, interventions importantes. Et je vais donner la parole pendant 2 minutes à chacun des 4 membres du panel. Thomas, vous êtes le seul auquel des questions spécifiques ont été posées, mais je pense que les autres membres du panel peuvent réagir sur les points qui leur paraissent particulièrement importants dans ce qui a été évoqué par les autres membres du panel ou bien par les participants à la discussion. Donc, si vous en êtes d'accord, je voudrais donner la parole à Thomas pour 2 minutes, ensuite Tengiz, Tallinn et Kavous, 2 minutes chacun. Merci beaucoup, Rosaria. Il me faudrait bien plus que 2 minutes pour répondre, mais je vais faire de mon mieux. Je voudrais simplement vous rappeler que trois solutions d'autonomie avaient été mise en place en 1921 avec l'Irlande du Nord, 6 comtés qui étaient restés dans le Royaume-Uni lors de la partition de l'Irlande, donc ça c'est un premier centenaire. Les îles Åland qui sont restées dans la Finlande mais avec énormément d'autonomie. Et puis la semaine prochaine, nous allons marquer la décision 5 juillet en 1921, décision prise par les bolcheviks de créer la région autonome du Haut-Karabakh, qui était une région arménienne autonome au sein de l'Azerbaïdjan. Et donc je crois que de ces 3 exemples, il n'y a que les îles qui sont un bon exemple grâce à la Finlande et la Suède qui y ont travaillé. En Irlande du Nord, nous avons vu de nombreuses années de violence, des problèmes qui ne sont toujours pas pleinement réglés. Et l'Arménie et l'Azerbaïdjan, un siècle plus tard, nous voyons toujours la vigueur de ce conflit et nous avons pu entendre à quel point les opinions continuent à diverger. Malheureusement, ce conflit n'est toujours pas terminé. Est-ce qu'il va se poursuivre avec encore de la violence de grande échelle ou non? En tout cas, sur le plan politique, ce conflit risque de durer encore pendant de nombreuses années. Un facteur clé tient au fait qu'il n'y a aucune offre d'autonomie territoriale aux Arméniens de la part de l'Azerbaïdjan. Le président Aliyev en avait parlé par le passé de donner le plus grand degré d'autonomie possible, mais cette offre a été retirée et elle n'est donc plus valable aujourd'hui. Donc, tant qu'il n'y aura pas une nouvelle offre de la part de l'Azerbaïdjan, je pense qu'il ne sera pas possible d'avoir une négociation, ce qui répond à la question sur l'OSCE et le groupe de Minsk et qui n'a pas matière à travailler. Donc je ne suis pas très optimiste et je voudrais rappeler à tout le monde que en 2025, la mission de maintien de la paix russe va arriver à expiration, même si elle pourra être renouvelée, mais ça sera un moment où les tensions risquent d'être renouvelées. Georges Kelashvili a posé une bonne question sur la Russie. Effectivement, je n'ai pas eu le temps d'en parler. La Russie
est à la fois une menace et une source de transactions. La Russie se comporte différemment vis-à-vis du Haut-Karabakh en Géorgie, avec la situation en Abkhazie, en Ossétie du Sud, qui est très différente, où il y a davantage de coopération transfrontière. C'est très difficile de négocier avec la Russie, mais c'est nécessaire et nous allons sans doute voir de nouvelles solutions proposées par la Russie au Karabakh. Enfin, tout reste à voir. Voilà, le temps imparti est terminé. Merci de m'avoir donné cette possibilité d'intervenir. Thomas Tengiz. Merci beaucoup, Thomas. Tengiz, vous avez la parole. Est-ce que Tengiz est toujours avec nous? Tengiz? Concernant l'adhésion de la Géorgie à l'OTAN. La Géorgie est un partenaire fiable, engagé, et la Géorgie est le seul pays dans la région qui aspire à l'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN. La Géorgie est donc le bastion des intérêts de l'OTAN dans la région. Son adhésion ne fera qu'apporter des solutions et renforcer la stabilité dans la région. Comme je l'ai dit, le communiqué de l'OTAN de 2016 précise que la Géorgie a tous les outils pour adhérer à l'OTAN. Nous avons juste besoin de décisions politiques, et les décisions politiques doivent être élaborées à travers de telles discussions comme les discussions que nous avons maintenant. Parce qu'il s'agit de notre avenir. La Géorgie a besoin de l'OTAN, mais c'est également bénéfique aux États membres de l'OTAN. On ne peut pas parler de la sécurité de la mer Noire, la coopération au sein de la mer Noire, la coopération entre l'Est et l'Ouest, sans parler de la stabilité et de la sécurité de la Géorgie. Merci. Merci. Tengiz, vous avez été extrêmement succinct. Taline, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Vous avez la parole. Concernant les deux principes, oui, l'intégrité territoriale. Le deuxième principe, ce n'est pas le droit à la sécession, c'est le droit à l'autodétermination. Il n'y a pas de conclusion prévue à l'avance. Nous devons être plus créatifs concernant l'avenir de cette région, sinon on court le risque de se retrouver dans la même impasse. Les Arméniens de l'Artsakh et les Azéris ne se parlent pas directement. Tout se passe par l'effort d'interposition russe à Artsakh. Peut-être qu'à un moment, il faudra un canal entre ces populations. Comme je l'ai dit, la même chose à court pour l'Arménie et l'Azerbaïdjan. On entend à travers les commentaires le niveau, les douleurs, la souffrance, les revendications doivent être traitées. Mais pas ici, bien entendu. Merci. Merci, Cavous. Merci. J'aimerais répondre aux accusations de parlementaires arméniens. La République d'Arménie a occupé cette région en dehors du Nagorno-Karabakh et a commis des massacres et
Et vous avez dit que c'était une revanche. Sarkissian l'a dit très clairement. C'était notre génération qui avait libéré le Nagorno-Karabakh. Et c'est les jeunes générations qui vont libérer les territoires de l'Arménie, dont Bakhtoum, durant la dernière guerre. Il y a une déclaration du ministère de la Défense arménien qui a dit que Ganja allait devenir un site archéologique et il n'y aurait personne qui vivrait. On a perdu 140 civils durant la guerre. Et combien de pertes civiles arméniennes durant la guerre? Très peu. J'ai vu tout cela. Qui occupe qui? Vous dites, on vous occupe, si vous n'acceptez pas cela, on va occuper encore plus de territoire chez vous. Et sur la question du patrimoine, permettez-moi de rappeler à mes collègues arméniens que l'église arménienne qui a été détruite, Ikal Badjare, a été bâtie en 2017. La Convention de Genève ne permet pas cela. Pourquoi elle a été bâtie en 2017? Parce que l'Arménie n'a pas l'intention de se retirer des régions occupées en dehors de Nagorno-Karabakh, à l'exception d'Ardan. C'est pourquoi Ardan a complètement été détruit. J'étais à Kalbadja et j'étais à Koubatan. J'ai vu des colonies arméniennes, beaucoup de colonies arméniennes. Il n'y a pas d'intention de retrait. Et vous parlez de la destruction du patrimoine arménien. Je suis surpris par de telles allégations. Concernant les prisonniers de guerre, je suis surpris. J'espère qu'il y aura un moment, un temps, où nous aurons la possibilité, où les Arméniens pourront venir en Azerbaïdjan. Ceux qui sont entrés en Azerbaïdjan, c'était après le 10 novembre. Ils sont entrés en Azerbaïdjan pour poser des mines. Et l'Azerbaïdjan ne doit pas les remercier. C'est les mines qui ont tué les journalistes ont été posées par les Arméniens. Et l'Arménie demandait plus de temps pour se retirer de ses territoires. Mon discours était positif parce que j'ai essayé de contribuer à la paix toute ma vie en tant qu'universitaire. Mais je ne peux pas fermer les yeux face à l'injustice. Le groupe de Minsk de l'OSCE peut contribuer au processus de paix. Aliyev ne propose pas l'autonomie territoriale. Qui offrirait une telle chose alors que tellement de personnes sont mortes? Mettez-vous à sa place. Mais il peut y avoir différentes formes. Il y a différents modèles. Il y a l'Irlande du Nord qui était mentionnée. Il y a énormément de modèles. C'est tout ce que je voulais dire. Je suis toujours optimiste, malgré ces commentaires de la part de la société arménienne. Ce ne sont que des commentaires. Mais permettez-moi de rappeler à mes collègues arméniens ces garçons qui sont morts des deux côtés. La cause, c'est le nationalisme que vous avez décrit, ce type de nationalisme que vous alimentez maintenant. Merci beaucoup, Kavus. Cette conclusion est très claire et confirme que nous avons besoin de plus de discussions comme celle-ci. Et qu'il faut trouver un terrain d'entente et qu'il faut beaucoup plus de débats sur ce processus difficile. Merci à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Et je vais donner la parole à Ruxandra Popa, qui est la secrétaire générale de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Merci. Merci, Rosaria, d'avoir modéré ce panel. Les débats étaient parfois difficiles, mais c'est parce que c'est une problématique complexe et c'est dans l'esprit de cette série de rencontres. Et ça permet de s'appuyer sur cette expertise provenant à la fois de personnes de la région et de personnes qui sont étrangers à la région. Ça permet de mieux comprendre la complexité de cette région.
J'aimerais remercier tous les participants qui sont restés, bien qu'on ait dépassé le temps qui était prévu pour ces débats. Je remercie notre parrain suisse pour le programme, le gouvernement suisse pour son soutien. Je remercie les intervenants. Ils ont partagé leur expertise sur ces questions complexes. Merci à tous les participants d'être restés. Merci Rosaria et le bureau de liaison de l'OTAN à Tbilissi pour l'aide qu'ils ont apportée à l'Assemblée dans ce programme et pour les nombreux programmes que nous faisons. Merci aux interprètes pour leur travail et merci à Andrius et Rebecca pour avoir mis sur pied cet excellent programme. Je vous remercie à nouveau. C'est la fin de cette séance. Comme Rosaria l'a dit, nous allons continuer de parler de ces problématiques. Merci à toutes et à tous.